Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de suivre l'audition de la garde des Sceaux. Nicole Belloubet, la ministre, était interrogée ce matin par la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure, une commission demandée ici par le groupe Les Républicains. L'idée, c'est de réfléchir à l'ensemble des difficultés rencontrées par les forces de sécurité intérieure dans l'exercice de leur mission. Ont ainsi été auditionnés des syndicats de policiers, de magistrats ou encore des personnels pénitentiaires. Alors ce matin, c'est donc Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, qui est interrogée dans un contexte particulier, bien sûr, puisque Paris a de nouveau été la cible d'un attentat samedi soir dans le quartier de l'Opéra, un attentat au couteau. Voilà, sans plus tarder, je vous propose d'écouter la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Bien, mes chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir ce matin pour notre première audition de reprise notre garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Nicole Belloubet, qui est assistée de Monsieur Rémi Heitz, directeur des affaires criminelles et des grâces, que nous avions déjà reçu devant la commission, de Monsieur Stéphane Bredin, directeur de l'administration pénitentiaire, de Monsieur Nicolas Heitz, frère de Monsieur Rémi Heitz, conseiller chargé de la coordination des politiques de la justice, et Monsieur Jérôme Simon, conseiller politique pénal. Ah, c'est vous? Non, vous n'êtes pas le cousin germain de la famille Heitz. Bon, très bien. Mes chers collègues, donc, Madame la Ministre, notre commission d'enquête poursuit donc des travaux commencés maintenant depuis le mois de janvier. Madame la Ministre, Madame la Garde des Sceaux, notre commission d'enquête entend mettre en lumière et analyser les difficultés actuellement rencontrées par les membres des forces de sécurité intérieure dans l'exercice de leurs missions différentes. Parmi les causes du mal-être que l'on rencontre fréquemment au sein des unités de police et de gendarmerie figure certes la confrontation avec la délinquance et avec la violence, une charge de travail qui s'est accrue depuis la vague d'attentats de 2015 et la crise migratoire, ou encore des conditions de travail et des équipements insatisfaisants. Un autre aspect a toutefois été très régulièrement évoqué par les personnes que nous avons auditionnées, les relations des forces de sécurité intérieure avec la justice. Les difficultés évoquées concernent en particulier la mise en œuvre de la procédure pénale, mais aussi la réponse pénale en elle-même. Nous souhaiterions donc, Madame la Ministre, Madame la Garde des Sceaux, pouvoir vous interroger sur ces sujets afin de savoir si vous et vos services prenez en compte ces difficultés et quelles sont les améliorations éventuelles que vous entendez mettre en œuvre. Cette audition est ouverte à la presse et elle sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié et enfin je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13-14 et 15 du Code pénal. Madame la Ministre, je vous invite, ainsi que vos collaborateurs, à prêter serment, à dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous voudrez bien lever la main droite et dire « Je le jure ». Monsieur Bredin et Monsieur Heitz. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à notre rapporteur, Monsieur François Grosdidier, sénateur de la Moselle. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les directeurs. Nous sommes, je crois, au 4e mois maintenant de nos auditions et de nos investigations et nous avons pu constater la réalité dire d'une césure et même d'un divorce entre la police et la justice. Nous étions allés sans préjugés et sans forcément accorder du crédit aux lieux communs répandus dans l'opinion et largement diffusés dans les médias. Mais lorsque nous entendons les policiers, mais aussi lorsque j'ai entendu les syndicats de magistrats à l'occasion d'auditions en étant rapporteur sur d'autres textes. On se demande parfois comment
le système tient encore et comment les uns et les autres peuvent travailler ensemble. Et chez les policiers et les gendarmes, on sent qu'au-delà des difficultés matérielles, budgétaires très réelles dont ils souffrent, mais peut-être même moins peut-être que votre propre département ministériel, c'est peut-être le seul qui souffre encore plus que celui de l'intérieur de conditions matérielles difficiles, mais on sent qu'au-delà de cette question des moyens, policiers et gendarmes s'interrogent même sur le sens de leur action, qu'ils conduisent dans des conditions de plus en plus difficiles, avec des risques physiques et juridiques accrus, et pour un résultat qu'ils perçoivent comme très décevant, même s'ils s'abstiennent pour l'immense majorité de juger la justice, considérant à juste titre qu'ils n'ont pas à le faire. On sent bien qu'ils se posent des questions sur le sens même de leur engagement dans ces conditions difficiles. Alors, il y a d'abord réellement, quand on entend les uns et les autres, qu'on apprécie les uns et les autres, une incompréhension mutuelle qui est assez sidérante et qu'on ressent parfois même lorsqu'on est aussi élu local et qu'on est l'interlocuteur des uns et des autres. Alors, je sais que, semble-t-il, que les magistrats en formation font des stages dans des commissariats de police ou dans des unités de gendarmerie, mais est-ce que pensez qu'il faut faire bien davantage pour que ces deux mondes s'interpénètrent davantage, et n'y a-t-il pas d'ailleurs un vrai problème à ce que les parquets et souvent des jeunes magistrats frémouillés de l'école qui manquent peut-être d'expérience et de vécu, et qui en fait abordent les policiers ou les gendarmes avec quelques idées préconçues, en tout cas c'est ce qu'on ressent, alors que souvent des magistrats qui ont un peu plus de métier, qui ont acquis plus d'épaisseur, n'ont une relation beaucoup plus facile avec les forces de l'ordre. Donc première question, c'est vraiment sur dire les rapports et les échanges culturels, c'est-à-dire entre police, gendarmerie d'un côté et justice de l'autre. Alors, ensuite, deuxième question, de façon plus précise, sur la procédure pénale. Policiers et gendarmes nous expliquent qu'ils passent 2/3 de leur temps sur la procédure et un tiers seulement en opérationnel. Et quand on compare, on fait la comparaison avec les pays européens ou occidentaux comparables, on se rend compte qu'on a en général à peu près autant de policiers et de gendarmes que les autres pays, qu'on a moins de magistrats, beaucoup moins par contre, mais que dans les autres pays, eh bien, le temps d'opérationnel est proportionnellement beaucoup plus important par rapport à celui consacré à la procédure. Dans un pays où on n'a pas choisi entre inquisitoire et accusatoire, on cumule les inconvénients des deux systèmes. Ça ne s'est pas rangé ces dernières années, tout le monde peut plaider coupable, y compris d'ailleurs dans notre commission des lois au Sénat, mais le résultat est ce qu'il est, et policiers et gendarmes mettaient énormément d'espoir dans la réforme de la procédure pénale que vous conduisez, et la vérité est qu'ils sont très déçus. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas là la simplicité et l'économie en temps qui aurait pu leur permettre de consacrer plus de temps, mission qu'on leur demande, et encore accrue d'ailleurs avec la police de sécurité du quotidien, dans le contact avec la population, quand déjà ils sont absolument débordés par les questions de procédure. Moi-même, dans ma modeste ville, quand je vois dans mon bureau de police policiers nationaux, je les vois crouler sous les piles, posés sur les tables, par terre, et c'est ainsi dans tous les commissariats et bureaux de police de France. Alors, les choses avaient été imaginées, comme l'oralisation de certains actes dans le cadre des affaires simples, avec l'établissement d'un PV final de synthèse,
synthèse, sachant qu'aujourd'hui on enregistre tout. On a eu cette révolution des moyens informatiques en quelques années et que tout ça est matériellement possible. On espérait la simplification du formalisme, par exemple, avec l'introduction dans les affaires de flagrance d'un PV unique de diligence, afin de demander l'adaptation du régime des nullités, notamment pour limiter l'impact des erreurs de formalisme qui sont tellement faciles à commettre, tellement les règles sont complexes. Donc, vous demandez pourquoi, quelles sont les raisons qui vous ont conduit à ne pas reprendre ces propositions. En fait, troisième question, puisque je parlais de la révolution numérique, de façon beaucoup plus matérielle. Impression que la justice, comme d'ailleurs la police et la gendarmerie il y a quelques années, est très en retard dans cette révolution informatique. Et pour améliorer justement la relation au quotidien entre la police-justice, notamment les parquets, est-ce qu'on ne peut pas envisager la mise en place d'un logiciel commun aux forces de sécurité intérieure et au parquet? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des liaisons vidéo qui permettent à un magistrat, au procureur ou à un juge d'instruction quasiment de participer ou d'assister depuis son bureau à une audition dans les services de police judiciaire, quoi. Il y a énormément de dispositifs qui pourraient grandement faciliter à la fois le travail des forces de l'ordre, mais surtout la relation entre le parquet ou les magistrats instructeurs et la police, et faisant partager en plus l'information et l'évolution de l'enquête en temps réel. Enfin, dernière question, j'arrêterai là pour poser cette question et les collègues en auront peut-être d'autres, porte sur les tâches indues. Dans les tâches indues, il y a celles qui pourraient relever des polices municipales, celles qui pourraient relever de l'administration pénitentiaire, celles qui pourraient relever de la sécurité privée. Sur les polices municipales, aujourd'hui, les polices municipales sont limitées par une qualification judiciaire des plus basses, celle d'agent de police judiciaire adjoint, qui fait que dès lors qu'une amende n'est pas forfaitaire, même pour une simple contravention portant sur le non-respect d'un arrêté municipal, par exemple d'interdiction de fréquentation d'un square après 22 heures, eh bien, il faut que policiers nationaux ou gendarmes entendent le contrevenant ou les parents s'ils sont mineurs pour pouvoir transmettre le dossier au ministère public, puisque un policier municipal, même ancien, très qualifié, formé, gradé, ne peut pas faire la moindre audition n'étant pas APJ. Alors, je n'ignore pas la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la loi LOPSI qui avait censuré la qualification, le rehaussement de la qualification judiciaire des policiers municipaux au motif un peu surprenant que les policiers municipaux, les policiers nationaux étaient placés sous les ordres du procureur et les policiers municipaux sous les ordres du maire. En fait, policiers nationaux le sont de façon fonctionnelle sous les ordres du ministère de l'Intérieur et les policiers municipaux du maire, mais dès lors que les uns ou les autres mettent en œuvre une prérogative de police judiciaire, ils sont de toute façon subordonnés au procureur de la République. La loi pourrait peut-être mieux le préciser en expliquant même qu'ils sont subordonnés à l'OPJ territorialement compétent, habilité par le procureur. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe dans la réalité. C'est pas inscrit dans la loi, mais c'est la réalité. Et en tout cas, une évolution de la qualification judiciaire des policiers municipaux dans le cadre au moins de la réglementation municipale ou du code de la route allégerait considérablement les forces de l'ordre. On a ensuite sur la sécurité privée, alors je ne sais pas si c'est le ministère de l'Intérieur travaille sur le sujet peut-être davantage, mais effectivement on a certainement des pistes à développer. Et sur l'administration pénitentiaire, j'aurais souhaité savoir où en est-on
du transfert, notamment du transfèrement. Ça a été décidé, des moyens ont été transférés à la justice, mais les transferts sur le terrain apparaissent extrêmement progressifs, peut-être trop lents. En tout cas, ce sont les montées du terrain. J'aurais souhaité savoir où nous en sommes et où nous en serons dans 1 an ou dans 2 ans. Et enfin, je conclus là-dessus sur les tâches indues. Lorsqu'on interroge des unités de police ou de la gendarmerie qui ont une maison d'arrêt dans leur secteur, ils nous expliquent être en permanence sollicités par l'administration pénitentiaire pour des incidents se passant à l'intérieur de la prison. La loi sécurité publique a augmenté les prérogatives de l'administration pénitentiaire, mais on a le sentiment, et c'est le rapporteur de ce texte qui vous le dit, que ça a été imposé sorcellerie qui allait un peu à reculons, d'ailleurs qui n'a pas voulu, par exemple, prendre en charge le périmètre immédiat, ce qui renvoie encore la responsabilité d'action à la police nationale et à la gendarmerie pour les conversations par-dessus le mur ou les parloirs par-dessus le mur ou pour les jets d'objets par-dessus le mur lorsque on est dans des prisons urbaines ou on est immédiatement dans le domaine public, quoi. On sent bien que nos forces de l'ordre sont toujours amenées à intervenir dans les prisons. Et est-ce que on ne pourrait pas envisager de doter certains agents d'administration pénitentiaire de prérogatives de police judiciaire, en fait d'avoir une police pénitentiaire au sein de l'administration pénitentiaire, ou est-ce que l'administration pénitentiaire devra toujours solliciter, souvent pour des délits relativement mineurs, les forces de sécurité intérieure très fortement sollicitées par ailleurs. Voilà. Bien. Madame la ministre, nous avons d'ores et déjà 2 collègues qui se sont manifestés pour poser d'autres questions, après que vous aurez répondu aux questions que vient de vous poser notre rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie de votre présence pour un sujet, Monsieur le rapporteur, qui me conduit, en tant que garde des Sceaux, à m'inscrire en faux, si vous me l'autorisez, par rapport à un propos que vous avez prononcé, mais je sais que ce n'est pas vous qui l'avez prononcé, mais vous me rapportez un propos que vous avez entendu, en tout cas vous ne l'analysez comme tel. Vous avez parlé de divorce entre la police et la justice. Évidemment, chacun parle de l'endroit où il est situé, et de mon point de vue, nous ne sommes pas du tout dans un état d'esprit qui serait celui d'un divorce, mais au contraire, en tout cas c'est mon souhait, et je m'y engage fortement avec Gérard Collomb, dans un état d'esprit de collaboration, de compréhension et d'évolution réciproque. Et c'est vraiment la manière dont je me situe. Pour répondre à vos différentes questions, je dirais bien sûr que cette question du malaise des forces, puisque c'est un terme également que vous avez utilisé, nous la connaissons évidemment bien au ministère de la Justice, et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre des chantiers de la justice qui ont été lancés au mois d'octobre dernier par le Premier ministre, j'avais souhaité que l'un des 5 chantiers que nous avons conduits soit consacré à la question de la procédure pénale, et que ce chantier-là, qui a été piloté par messieurs Baume et Nathalie, ce chantier-là soit conduit avec les forces de sécurité intérieure. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de participer à des rencontres qui ont porté ce chantier, qui l'ont constitué, des rencontres entre magistrats et forces de la sécurité intérieure. Avec Gérard Collomb, nous nous sommes rendus à Amiens dans l'une de ces réunions où magistrats, forces de sécurité ont exposé les uns et les autres leurs souhaits, leurs attentes, et
d'une certaine manière, ont donné corps à ce dialogue institutionnel que je revendique et dont je veux, avec Gérard Collomb, réellement être porteur. Et c'est la raison pour laquelle je me permettais de m'inscrire en faux, de mon point de vue, par rapport au terme de divorce que vous avez utilisé. Bien sûr, je ne suis pas innocente ou naïve et je sais que lorsque des ministres se rendent dans des réunions, ce n'est peut-être pas toujours la réalité des ressentis qui est présentée, encore que, mais en tout cas, lors des rencontres auxquelles nous avons pu assister, c'est vraiment une écoute, un dialogue et des propositions qui ont été formulées pour que les choses évoluent. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais répondre à vos interrogations en axant mon propos sur 2 points essentiels que vous avez évoqués. Peut-être reviendrai-je plus tard sur la culture commune qui est, je ne sais pas si vous avez employé le mot de culture commune, mais en tout cas sur les échanges culturels. Voilà les mots exacts que vous avez prononcés. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, je voudrais retenir surtout 2 éléments et articuler mon propos autour de ces 2 éléments que vous avez soulevés. Donc, c'est la question de la procédure pénale. Globalement, l'idée de nous centrer sur cet objectif commun qui est celui de l'amélioration du fonctionnement global de la chaîne pénale, et puis aussi la question de la clarification des tâches indues, qui est le dernier point sur lequel vous m'avez interrogé. Sur le premier point, effectivement, on constate une désaffection pour la mission de police judiciaire au sein de la police ou de la gendarmerie nationale, et c'est souvent attribué à la complexité ou à la technicité de la procédure pénale. Vous me faites le reproche, ou en tout cas, vous faites le porteur du reproche qu'on entend formuler parfois, mais pas partout, que les propositions qui seront contenues dans le texte que j'aurai l'honneur de vous présenter dans quelques mois de réforme de la procédure pénale ne seraient pas assez ambitieuses. Il faut le dire clairement. Nous n'avons pas les travaux que nous avons conduits n'aboutiront pas à une refonte du code de procédure pénale. Cela supposerait un travail beaucoup trop important que je ne pouvais pas conduire en quelques mois. Et c'est bien là-dessus que nous nous sommes accordés avec mon collègue Collomb. Nous nous sommes accordés sur l'idée que nous souhaitions conduire des réformes pragmatiques, venues du terrain, qui nous permettent de résoudre la question de la complexité, ou en tout cas de dénouer un certain nombre de nœuds de complexité qui pouvaient apparaître comme extrêmement lourds à porter pour l'ensemble des services d'enquête, mais aussi d'ailleurs pour les magistrats. Donc, comme vous le savez, l'enquête pénale a pour objectif le recueil de preuves, la recherche de la vérité, grâce au recours en tant que de besoin à des instruments coercitifs que sont la garde à vue, les perquisitions, etc., sous le contrôle des magistrats qui sont gardiens des libertés individuelles au terme de l'article 66 de notre Constitution. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Et évidemment, à ce titre, la procédure pénale doit concilier à la fois l'intérêt social et l'intérêt individuel, la recherche des preuves, mais aussi la protection contre l'arbitraire. Et c'est évidemment dans cet équilibre que nous avons construit le projet de réforme que je vous présenterai. Nous savons bien sûr que les auteurs d'infractions sont sans cesse à la recherche d'une plus grande discrétion, si l'on peut mettre ce terme entre guillemets, et qu'ils n'hésitent pas à recourir à de nouveaux moyens pour déjouer les surveillances qui sont mises en place par les enquêteurs. C'est pourquoi, face à des délinquants qui peuvent avoir recours à des modes opératoires qui sont toujours plus astucieux, notamment grâce à des nouvelles technologies, les investigations s'inscrivent en pratique dans un temps qui est nécessairement long et qui nécessite de plus en plus le concours et l'expertise des services techniques. Et cela, évidemment, nous ne pouvons pas l'ignorer. Et donc, dans ce contexte-là, face à une délinquance parfois même du quotidien, l'enquête pénale peut apparaître contraignante, elle peut apparaître fastidieuse, et c'est la raison pour laquelle on peut constater une forme de désaffection. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, dans le respect des exigences conventionnelles et constitutionnelles, la philosophie globale du projet de loi que je vous présenterai, c'est bien celle de la recherche d'une simplification
qui est partagé par tous, qui est très pragmatique et qui est issu des remontées des praticiens du terrain. Nous avons beaucoup consulté pour aboutir à cela. Nous avons adressé des questionnaires à toutes les juridictions ainsi qu'au ministère de l'Intérieur, qui l'a répercuté sur l'ensemble des forces de police et de gendarmerie. Nous avons également interrogé toutes les professions du droit, les avocats, les greffiers, les notaires, à un moment ou à un autre, ont été consultés. Et donc ces remontées du terrain, elles ont été analysées par Jacques Baume et Franck Nathalie, donc, qui est un ancien avocat, ancien bâtonnier du barreau de l'Essonne, et elles ont été synthétisées dans le rapport qu'ils m'ont remis en janvier 2018. Eux-mêmes ont été conduits à auditionner les syndicats de police et de gendarmes, les conférences des procureurs, les représentants des différentes professions. Et donc, c'est sur la base de ce travail de consultation intense que nous avons rédigé le projet de loi qui, je crois, conduit à un texte équilibré qui permet à la fois une plus grande efficacité mais aussi une plus grande rapidité des enquêtes. Nous avons veillé quand même, et je le redis ici, à ce que l'enquête se fasse toujours dans le respect des libertés dont les magistrats sont les garants. Ces mesures de simplification, monsieur le rapporteur, elles portent sur 5 priorités. 5 priorités que je redis devant vous. Le projet vise en premier lieu à renforcer l'efficacité de l'enquête pénale en harmonisant les techniques d'enquête. Je ne sais pas s'il faut ici que je détaille, je ne le ferai peut-être pas très longuement, mais vous savez qu'en l'état du droit, chaque technique spéciale d'enquête répond à un régime particulier, avec des dispositions différentes qui nécessitent de la part des enquêteurs et des magistrats la réalisation d'analyses juridiques qui sont parfois complexes pour déterminer la norme applicable, pour déterminer sa portée, pour déterminer son adéquation avec une procédure donnée. Et donc pour simplifier le cadre juridique actuel, le projet que je vous présenterai unifie le régime juridique applicable aux techniques spéciales d'enquête, de sonorisation, de captation d'images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Et donc, il prévoit une harmonisation de leurs conditions d'autorisation, de durée, de mise en œuvre et de conservation. Et donc, afin d'accroître également l'efficacité des enquêtes, cette disposition ouvre également la possibilité de recourir à ces techniques spéciales d'enquête pour les crimes et non plus seulement pour les infractions qui relèvent de la criminalité et de la délinquance organisée. Donc, harmonisation, unification, simplification. Le projet, d'ailleurs, simplifie et renforce également la cohérence des dispositions qui sont relatives aux interceptions par la voie de communication électronique et de géolocalisation. Je ne détaille pas. Évidemment, le JLD... Enfin, je peux détailler, hein, mais sinon, ça risque d'être trop long. Une petite question. Les techniques que vous venez d'évoquer font étrangement penser à celles qui ont été autorisées par la loi sur le renseignement de 2015. Absolument. Et quand vous parlez d'unification, ça veut dire qu'il y aura une seule autorité qui sera chargée de donner soit un avis, soit une autorisation dans ce domaine, à l'instar de ce que fait la CNCTR, qui fournit un avis au Premier ministre. Non, pas du tout. C'est pas ça. Elles sont utilisées par les services administratifs. Et par les... Oui, c'est une filière administrative pour ce qui concerne... Oui, absolument. Les deux filières resteront distinctes. C'est-à-dire que ce sont des techniques spéciales d'enquête qui sont mobilisées à la fois par les services de renseignement et à la fois par la justice, mais dans des cadres qui oui. resteront, bien sûr... Mais il y a un certain parallélisme quand même. Et ma question, c'était sur l'autorité qui allait donner l'autorisation ou fournir un avis. C'est le juge, c'est ça le magistrat. D'accord. C'est le juge, c'est principalement le juge de détention. Merci pour cette précision. Le projet prévoit également d'étendre l'enquête sous pseudonyme à l'ensemble des infractions qui sont punies d'une peine d'emprisonnement, puisque les enquêteurs qui sont spécialement habilités et formés à l'utilisation de ces techniques pourront, en utilisant une identité d'emprunt, participer à des échanges sur les réseaux sociaux et ainsi, évidemment, entrer en contact avec les auteurs des infractions. Nous élargissons ces possibilités. Donc, si vous voulez, ça, c'est un premier point qui me semble extrêmement important, c'est l'harmonisation des techniques d'enquête. Il y a un deuxième point que nous... Puisque vous parlez du pseudonyme, j'en profite puisque la question vous avait été posée. Est-ce que on envisage cette
peut-être le ministre de l'Intérieur qui répondrait davantage à cette question, mais est-ce qu'on envisage l'extension à des personnels techniques et scientifiques ou d'autres intervenants dans l'enquête, parce que c'est une question qui a souvent été relevé le fait que certains personnels impliqués dans l'enquête ne soient pas dans le champ de l'anonymisation aujourd'hui tel que déterminé par la loi sécurité publique. Et c'est notamment une revendication des personnels politiques et des personnels scientifiques et techniques. Il ne s'agit pas là de l'anonymisation des enquêteurs intervenant dans les procédures. C'est les enquêtes. Il s'agit de permettre à des agents sous pseudonyme de provoquer, par exemple, non pas de provoquer une infraction, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais de constater une infraction, par exemple, en utilisant une identité d'emprunt pour démasquer, par exemple, là, ça renverrait à une question qui nous a été posée, qui est notamment un trafiquant de stupéfiants. Des doctrines, on pense aux incidents, par exemple, sont produits à l'octrice et au fait qu'un nombre d'enquêteurs ont même déposé leur carte en expliquant que en fait la doctrine telle qu'elle avait pu être définie, doctrine est peut-être un grand mot, mais avec certains magistrats, n'était plus acceptée par des magistrats qui l'avaient succédé. Et ça aussi, ça a été ces ambiguïtés. Voilà. Vous évoquez à la fois la question des coûts d'achat, des livraisons surveillées, absolument, de l'infiltration des réseaux, et nous avons donc mis en place un groupe de travail qui a d'ailleurs été lancé par Madame la Ministre au mois d'octobre dernier, et nous y réfléchissons actuellement avec les services enquêteurs, justement pour définir des règles, pour clarifier le cadre et pour renforcer la sécurité. Je parlais tout à l'heure des risques physiques, mais c'est aussi parfois des risques juridiques que les policiers aujourd'hui prennent. Ça fait l'objet d'un travail conduit avec le ministère de l'Intérieur et avec d'autres services comme les douanes notamment. Oui, monsieur le directeur vous a répondu. Évidemment, nous travaillons sur des règles qui seraient communément partagées sur ces questions-là. Et par ailleurs, le texte que je vous proposerai, dans l'unification et l'harmonisation des techniques spéciales d'enquête, d'une certaine manière, rendra plus simple et plus visible également l'approche des règles que nous souhaitons déposer. Donc le premier point porte sur l'harmonisation des techniques d'enquête. Le deuxième point que vous verrez figurer dans la loi et qui est remonté du terrain, aussi bien des services d'enquête que des magistrats, c'est évidemment l'extension des pouvoirs des enquêteurs. Nous souhaitons renforcer l'efficacité de l'enquête pénale à travers l'extension des pouvoirs des enquêteurs. Nous souhaitons les doter de prérogatives plus larges pour répondre aux évolutions de la criminalité. Et donc, dans cet objectif, le projet prévoit d'étendre la durée de l'enquête de flagrance, par exemple, lorsque la procédure concerne un délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement et non plus de 5 ans, comme c'est le cas actuellement. Il est également prévu d'accroître les possibilités de réaliser des perquisitions dans le cadre de l'enquête préliminaire. Le projet de loi permettra en outre aux enquêteurs, à la demande du procureur de la République, de pénétrer 2 jours dans un domicile aux seules fins d'interpeller une personne suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement, comme c'est déjà le cas pour les mandats de recherche. Il est également prévu de simplifier le déplacement des officiers de police judiciaire sur le territoire national, en supprimant l'exigence d'obtenir à chaque fois une autorisation préalable du procureur de la République. C'était souhaité de très longue date par les gendarmes et par les policiers. Enfin, le projet de loi permettra aux enquêteurs de consulter plus facilement les fichiers administratifs qu'ils ne peuvent le faire aujourd'hui, et ce, sans qu'il leur soit nécessaire de solliciter au préalable une autorisation du procureur à cette fin, comme c'est le cas actuellement. Ça peut sembler une mesure technique, ça l'est d'une certaine manière, mais c'est également très sollicité puisque les enquêteurs pourront absolument. Et donc c'est l'idée de pouvoir obtenir des éléments de preuve plus rapidement. Donc deuxième point, l'extension des pouvoirs des enquêteurs. Le troisième point de ce projet de réforme porte sur l'allègement d'un certain nombre de tâches incombant aux enquêteurs.
Le projet de loi prévoit par exemple de simplifier sur plusieurs points les dispositions relatives à la garde à vue. Il rend notamment facultative la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d'instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue. Évidemment, si le procureur le demande, la personne lui sera présentée, mais cela devient facultatif. Le projet de loi étend par ailleurs les prérogatives des APJ qui auront le droit d'effectuer des actes d'enquête non coercitifs, du type réquisition à sachant, mesures de dépistage des conducteurs en matière d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants, etc. Donc, troisième point, allègement d'un certain nombre de tâches qui incombent aux enquêteurs. Le quatrième point porte sur la forfaitisation d'un certain nombre de délits. Je ne sais pas s'il faut que je détaille. Vous savez que il y a, je peux le faire, mais il y a actuellement la loi J21 de 2016 qui a déjà introduit la possibilité de recourir à la procédure d'amende forfaitaire pour les délits de conduite sans permis et de défaut d'assurance. Il y a eu des travaux interministériels importants qui ont été conduits entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, notamment avec la délégation à la sécurité routière et puis également l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, pour concrétiser, pour mettre en œuvre effectivement ces dispositions au mois de juillet prochain, avec un déploiement national à la fin de l'année. Et par ailleurs, vous le savez, nous nous prévoirons dans le projet de loi que je vous présenterai la possibilité, tout en gardant le caractère délictuel de l'infraction, la possibilité de prononcer une amende forfaitaire pour la consommation de stupéfiants. Le cinquième point porte, et c'est aussi une réponse à votre troisième question, monsieur le rapporteur, le cinquième point qui est prévu par le projet de loi porte évidemment sur la consécration d'une procédure pénale numérique. Je voudrais vraiment simplifier la réalité du travail des enquêteurs et des magistrats, mais aussi d'ailleurs des personnels de greffe dans les tribunaux, en mettant en place un dossier pénal numérique unique qui ira, comme vous le soulignez justement, du dépôt de la plainte jusqu'au jugement. Ce ne sont pas que des mots, puisque le 10 novembre dernier, nous avons, avec le ministre de l'Intérieur, annoncé une équipe interministérielle de préfiguration. Cette équipe s'est mise en place, elle a travaillé avec deux objectifs: alléger les tâches des enquêteurs, en favorisant la transmission instantanée des procédures entre le service enquêteur et la juridiction, et le deuxième objectif consistait à utiliser évidemment les potentialités offertes par le numérique par la création d'un logiciel commun entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Donc ce groupe a travaillé, il a déjà remis un rapport que je pourrais d'ailleurs vous faire parvenir, parce que ce rapport préfigure le cahier des charges qui va nous servir de base pour construire cette application qui permettra de mettre en place ce dossier pénal numérique unique. Nous espérons sa mise en place en 2020, c'est-à-dire dans moins de 2 ans. Évidemment, si nous y arrivons dans les délais que je vous propose, le ministère de la Justice dispose des moyens financiers et en personnel pour aboutir à cela. Cela fera partie de la loi de programmation et de réforme pour la justice. Et donc, nous pourrons ainsi concrétiser cette ambition à laquelle je tiens vraiment tout particulièrement. Donc, voilà les 5 points sur lesquels, je crois, nous proposons, sans refonte complète du Code de procédure pénale. Je souhaiterais, et je m'y étais engagée, je souhaiterais effectivement que nous puissions travailler à cette refonte complète. Mais ça, nous ne pourrons pas y arriver en 6 mois. Je pense que c'est un travail. Vous voyez, nous avons remis... La frustration de l'ordre vient du renoncement à l'oralisation. Alors, je voulais au moins vous en sur dire un mot. Une partie des actes. Effectivement. Et la peur que, en fait, ce soit simplement le scan qui remplace la photocopie et qu'on aille... Il n'y aura ni scan ni photocopie. Dans une procédure numérique complètement dématérialisée, il n'y a pas de scan et pas de photocopie. J'ai bien entendu. Mais
Effectivement, je crois qu'il faut se méfier d'un certain nombre de propositions qui peuvent apparaître séduisantes, mais qui, en réalité, présentent des inconvénients qui nous semblent difficilement surmontables. C'est la question de l'oralisation de la procédure pénale. Ce n'est pas une proposition nouvelle, puisque le rapport de Jacques Beaume, qu'il avait déjà remis en juillet 2014 sur la procédure pénale, évoquait déjà la possibilité de renforcer l'oralisation de certains actes dans le cadre de procédures simples, et l'enregistrement avait, dans cette optique, vocation à devenir alors une pièce de procédure. Dans le prolongement de ce rapport, une expérimentation de déscripturalisation totale de la procédure a été conduite par la Direction générale de la police nationale, expérimentation qui s'est toutefois avérée non concluante en termes de gain de temps et de productivité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Direction générale de la police nationale. En 2015, dans le cadre d'un groupe de travail justice intérieure sur la simplification de la procédure pénale, la question de l'oralisation a de nouveau été étudiée. Et la Direction générale de la gendarmerie nationale a alors proposé d'expérimenter ce dispositif pour des procédures simples relevant d'un contentieux de masse, en versant au dossier à la fois les auditions sous forme d'enregistrement et un procès-verbal de synthèse qui récapitulerait les mentions importantes et le déroulé de celles-ci. La Direction des affaires criminelles et des grâces a consenti à expérimenter l'oralisation de la procédure, de la phase d'enquête à la phase de jugement, mais la Direction de la gendarmerie nationale n'a finalement pas donné suite à son souhait d'expérimentation et elle a privilégié une réflexion sur l'usage des logiciels de dictée. Le rapport remis par messieurs Beaume et Nathalie au mois de janvier dernier, dont je parlais tout à l'heure, relève que l'oralisation totale des procédures est l'objet d'avis globalement très critiques. Mais il souligne que les services de police et de gendarmerie souhaiteraient qu'une expérimentation soit conduite dans les procédures les plus simples. Je vous ai dit cela pour refaire un peu l'historique de cette question de l'oralisation. Je suis pour ma part assez réservée. Il convient en effet de noter sur cette question trois éléments. En premier lieu, l'oralisation complète des auditions en phase d'enquête sans rédaction de procès-verbaux aurait pour conséquence d'alourdir considérablement la tâche des magistrats et d'allonger les délais de traitement des procédures par les juridictions, notamment au stade du jugement. Or, la simplification escomptée, à la supposée réelle, ne saurait bénéficier qu'au seul service d'enquête au détriment de l'activité juridictionnelle. Si simplification il y a, ce qui est évidemment notre objectif, il faut qu'elle porte sur les deux segments de cette phase, la phase d'enquête et la phase juridictionnelle. En second lieu, les magistrats et les avocats sont dans leur grande majorité opposés à l'oralisation de certains actes de procédure, les premiers craignant une perte de temps considérable à l'écoute des enregistrements, et les seconds arguant de l'impossibilité d'examiner de manière effective la régularité des actes d'enquête. Enfin, et c'est le dernier point, je dois attirer votre attention sur le fait que le gain de temps espéré par les services d'enquête risque d'être faible. Si l'expérimentation conduite par la DGPN en 2014 en atteste, il importe d'ajouter que les rapports précités préconisent de limiter l'oralisation à des procédures simples, c'est-à-dire à des procédures qui supposent la reconnaissance des faits par l'auteur de l'infraction, lesquels peuvent déjà faire l'objet d'un traitement simplifié. Enfin, je voudrais rappeler devant vous qu'un décret du 7 septembre 2016, qui porte simplification du Code de procédure pénale, a mis fin à la règle de procédure un acte, un procès-verbal. Ce décret de septembre 2016 permet ainsi désormais aux enquêteurs de présenter au sein d'un procès-verbal unique l'ensemble des investigations et éventuellement la réponse pénale qui a été apportée pour les infractions les plus simples et les plus courantes. Et beaucoup d'enquêteurs ignorent l'existence de ce décret et ne l'utilisent pas. Je crois... Pardon. C'est deux questions à ce niveau.
La première, effectivement, j'en reviens sur entre aucune oralisation et le toute oralisation. Il y a, par exemple, je crois que ceux qui militaient pour l'oralisation n'excluaient pas tout de même la rédaction de synthèse, mais le problème, c'est la transcription, je veux dire quasi intégrale, je veux dire des auditions dans le cas d'affaires mineures, et très souvent pour des affaires dont très vite le parquet décide de ne pas donner suite. Je veux dire, donc c'est je crois que c'est important de le signaler. Ensuite, lorsque vous évoquez le PV unique, effectivement, on s'est rendu compte que des informations de simplification n'étaient pas diffusées dans la police ou la gendarmerie, n'étaient pas appropriées par les enquêteurs. Alors est-ce que c'est qu'un problème, je veux dire, interne à ces forces? Est-ce que c'est la force des habitudes des enquêteurs? Est-ce que c'est un manque de communication justement entre la justice et l'intérieur? Est-ce que c'est la crainte pour les enquêteurs d'oublier quelque chose et d'avoir manqué à une règle formelle qui feront s'effondrer la procédure, mais toujours est-il effectivement qu'on partage ce constat que même les mesures de simplification déjà engagées n'ont pas été appropriées par les enquêteurs. Me permettez, monsieur le rapporteur, je voudrais juste terminer mon propos avant, mais en un mot, et peut-être monsieur le directeur des affaires criminelles vous répondra sur les points que vous soulevez, c'est-à-dire sur l'appropriation par les enquêteurs, notamment de ces mesures de simplification. Je voudrais juste terminer mon propos en disant que si l'oralisation totale ne me semble pas être une bonne idée, en revanche, il me semble que nous pourrions utilement travailler soit sur le recours à des logiciels de dictée ou à des logiciels de reconnaissance vocale qui me sembleraient à la fois simplifier le travail des enquêteurs et d'une certaine manière accentuer la question de l'oralisation, mais en même temps permettre de garder en tant que de besoin les traces écrites dont nous avons besoin, qui facilitent aussi le travail. Voilà. Il y a un écrit, dès lors qu'elle serait contestée, il suffirait de consulter la vidéo et ça ferait gagner beaucoup de temps déjà. C'est une réflexion, monsieur le rapporteur, qui est totalement intégrée par le groupe de travail de la procédure pénale numérique, avec l'idée peut-être, donc dans un avenir très proche, d'avoir en effet des modules qui pourraient être des modules audio. Et notamment, par exemple, en effet, la notification des droits pourrait se faire sous forme orale, et dans la procédure pénale numérique, donc, avec un lien, on pourrait facilement donc consulter ce module-là. La vraie difficulté, j'avais déjà eu l'occasion de le préciser ici, la vraie difficulté c'est après l'exploitation, parce qu'exploiter une procédure totalement enregistrée, c'est aujourd'hui quasiment impossible, mais compliqué, mais il y a cette ouverture, en effet, tout à fait intéressante. Donc je pense que ça c'est un sujet sur lequel ça figure tout à fait dans la procédure pénale numérique. Je crois vraiment. Sur l'évolution à droit constant. Pardon. Non, allez-y. Non, sur l'évolution à droit constant, nous avons bien conscience que toutes les mesures de simplification qui ont été votées, notamment par le loi de septembre 2016, ne sont pas encore appliquées, et nous avons, parallèlement aux travaux législatifs en cours de préparation de la loi de programmation pour la justice, monté un groupe de travail intérieur justice, et nous travaillons actuellement donc sur l'appropriation par les services d'enquête donc de toutes ces mesures de simplification, le PV unique, le PV récapitulatif, et nous allons aboutir à la création d'un mémento donc destiné aux services enquêteurs, destiné également au parquet, pour que véritablement ces mesures qui existent, il sera plus facile d'accès que le code de procédure pénale, pour que ces mesures soient vraiment utilisées de façon pratique. Et d'ailleurs, ce que nous voyons aussi, c'est que le travail actuellement conduit sur la procédure pénale numérique conduit d'ailleurs à des évolutions déjà sur les logiciels de rédaction de procédure, LRPN pour la police, LRPGN pour la gendarmerie nationale. Donc ce mouvement est bien en cours. Et je crois vraiment, enfin nous vous ferons parvenir cet après-midi là, le rapport sur la procédure pénale numérique. Vous verrez que ces questions-là y figurent. Il faut maintenant que nous traduisions le résultat de ce groupe de travail justice intérieure
dans les procédures numériques, effectivement. Si vous le permettez, Madame la Ministre, je voudrais donner la parole tout d'abord à notre collègue Madame L'Herbier, sénatrice du Nord, et ensuite à Monsieur Casabonne. On prendra peut-être ces deux questions pour que vous puissiez Oui, bien y sûr. répondre. Madame L'Herbier. Madame la ministre, je suis ravie de vous avoir entendu concernant justement ces différents points de réforme. Vous savez, on en a déjà discuté ensemble, je suis universitaire, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à diriger les études de l'Institut d'études judiciaires de Lille, donc je sais que les magistrats sont bien formés. Il faut espérer, j'en faisais partie de cette formation. Les commissaires de police qui étaient devant moi avaient des tas d'aspirations quand ils étaient étudiants. Alors, ça me fait mal quand j'entends qu'on attaque la justice. Ça me fait mal parce que j'étais formée, ça fait partie de mon attachement viscéral à la justice que de savoir que rien que mieux qu'un juge pour apprécier la vulnérabilité et la protection des citoyens. Cependant, il faut quand même être objectif, et je reprends ce que mon collègue vous a dit en introduction. Quand je faisais mes cellules de veille hebdomadaires à Tourcoing tous les vendredis matins, j'entendais ces propos de doute. Que vont-ils faire les magistrats et toute la chaîne pénale de tous ces gens que nous avons appréhendés, que nous avons arrêtés, que nous avons travaillé sur le terrain pour arriver à les mettre hors de portée de nuire. C'est vrai que je l'ai entendu. Pendant tout ce temps d'audition, on a reçu des tas de gens pendant des mois. On a entendu ces réactions, je ne vais pas dire d'hostilité, mais de suspicion. Que vont-ils faire de tout le travail qu'on a été amené à réaliser? Alors, j'ai deux points, si vous voulez bien, Madame le Ministre, que je voudrais évoquer avec vous. D'abord, j'en avais déjà parlé avec Monsieur le Directeur des Affaires criminelles. Ce qui est curieux, c'est que ces étudiants, et je reviens avec mes étudiants, forcément, ça a été tellement profond pour moi de les former. Je les ai vus tellement enthousiastes à travailler le droit pénal, la procédure pénale. Comment se fait-il que quand ils deviennent policiers, quand ils deviennent commissaires de police, comment se fait-il qu'il n'y ait plus cette attractivité pour la police judiciaire? On l'a évoqué déjà ensemble. Ça me semble très dommage que de faire perdre cet enthousiasme dans le monde professionnel à une grande partie des fonctionnaires de police qui étaient vraiment partants pour faire du travail de police judiciaire et arriver sur le terrain. Ils en ont perdu l'envie et on les a plus ou moins dissuadés de continuer dans cette voie. Un deuxième point, Madame le Ministre. Je voudrais vous évoquer le drame qui s'est passé dans le Nord, à Vambrechy, le meurtre de cette petite jeune fille par un pédophile. Tout simplement pour vous dire à nouveau qu'il y a eu de la réaction sur le terrain, de la réaction des policiers, la réaction des élus, pour dire la police a fait son travail, la justice a fait son travail, on a arrêté un violeur, on l'a mis en prison pendant de longues années. Mais que se passe-t-il après quand les uns et les autres sortent de prison? Ce manque de suivi judiciaire étonne aussi les policiers parce qu'ils disent nous on ne peut pas tout faire. C'est au juge de continuer à suivre ces délinquants sexuels et dangereux pour la société. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, dans le Nord, il y a beaucoup de réactions, et notamment de la police, pour dire il faut vraiment que la justice se réapproprie la chaîne pénale jusqu'au terme et le plus loin possible, toujours, s'il faut, suivre les auteurs de
délits aussi graves et si nuisibles pour la société. Voilà, c'est ces deux points-là. Si vous voulez, je me suis rendu compte que le suivi judiciaire n'était pas systématiquement demandé. C'est dommage. La justice pourrait, à mon sens, continuer à suivre tous les auteurs de délinquance grave, et notamment en matière de pédophilie. Voilà, on s'en était déjà entretenu, Madame le ministre, en matière de violence faite aux femmes. C'est pareil, la police arrête, la justice sanctionne, et après on se demande si en prison il s'est passé quelque chose, si on a soigné, si on a remis un peu, si on a appréhendé la dangerosité des délinquants, et après quand ils sortent, que fait-on? Vous voyez, c'est ces deux points qui me semblent extrêmement importants pour être à nouveau dans le... Peut-être les deux. Monsieur Casabonne. Comprises par les uns et les autres. Ah, pardon. Je croyais que vous aviez terminé. Excusez-moi. Donc, Monsieur Casabonne, ce seront les... Bon, Madame la ministre, je vais écourter mon propos parce que vous avez répondu à plusieurs déjà de mes interrogations. Donc ça va nous faire gagner du temps. Non, la simple chose que je voulais évoquer, c'est est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parce que quand on voit effectivement la difficulté des relations entre la police et la justice, moi je me pose une question, est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait qu'il y a une telle accumulation de textes et de lois qu'on peut reprocher à la justice quant à un policier de dire vous êtes en train de nous donner un surcroît de travail, des difficultés, alors qu'en réalité, il faudrait remonter aux sources, c'est-à-dire le nombre de lois qui sont édictées. Et là, les responsables ne sont plus de ce côté, ils sont de ce côté. Vous savez comme moi qu'il y a à peu près 9000 lois en France, et je répète souvent ce chiffre, 520 000 arrêtés municipaux, décrets, que la police est censée appliquer. Alors, l'exaspération qui vient, moi j'étais 24 ans maire de Talence, on s'est vu d'ailleurs à l'occasion du baptême de la salle Simone Veil. Pendant 24 ans, j'ai essayé de ne pas prendre d'arrêtés dont je me posais la question, est-ce qu'ils seront applicables derrière ? Parce que j'en parlais souvent avec les policiers, puisque dans le secteur de police, et ils nous disaient on est surchargé d'affaires qui ne nécessitent pas, eux-mêmes le disaient, de poursuite, qui est une amende donnée. Je vais prendre deux exemples. Vous l'avez évoqué, la consommation de cannabis. Les policiers nous disaient, il y en a assez, on fait des paperasseries, et de 3 fois, 9 fois, 10 fois sur 10, c'est classé. Il vaut mieux une bonne contravention que l'on paie immédiatement que ce travail. Pareil sur la défense des droits de la femme, j'avais entendu une fois une émission sur RMC entre la présidente de l'association de défense des droits de la femme et puis je ne sais plus qui était l'autre, un avocat, et il parlait de la loi, alors je vais dire des chiffres qui ne sont pas tout à fait exacts, mais c'est pour montrer le décalage. Il parlait d'une loi en cas, pardon l'expression, où dans un tramway vous mettriez la main sur les fesses d'une jeune fille, je crois que les peines allaient jusqu'à 4 ans de prison, 40 000 € d'amende. Et l'avocat disait, jamais la justice ne prononcera des peines de cette nature. Il vaut mieux là aussi une amende très, très forte et qui soit immédiatement payable. Donc il y a ce travail permanent de paperasserie qui ennuie aussi les policiers sur le terrain. Je ne fais pas allusion, parce que ça a été évoqué largement, de ceux qui sont chargés des affaires criminelles lourdes, mais il y a ce travail du quotidien de paperasserie qui énerve au plus haut point aussi les policiers. Et les responsables, c'est pas vous, c'est le nombre de lois qu'on édicte constamment, parfois elles ne sont même pas d'ailleurs promulguées, mais de tous les textes et les arrêtés, y compris municipaux, qui sont obligés d'être contrôlés par la justice, par la police, pardon. Vous n'avez pas ce sentiment qu'on fait trop de lois, voilà, en résumé. Merci, Monsieur le Président. Oui. Oui. D'accord, je vais répondre brièvement, mais je n'oublie pas que je n'ai pas répondu à Monsieur le rapporteur sur la question des tâches indues et que c'est inutile, Monsieur le rapporteur. J'ai une bonne mémoire. Madame la sénatrice, vous avez évoqué 2 points. La perte d'attractivité pour la police judiciaire. Bon, je ne sais pas s'il y a une réponse unique à cette question-là. Je crois, en tout cas je l'espère,
que ce que nous essayons de conduire, et même des gouvernements précédents, sur la simplification de la procédure pénale, même si elle ne sera pas achevée par les réformes que nous porterons, y contribuera. Je crois aussi, et c'est peut-être un point sur lequel je voudrais dire 2 mots, qui constitue un élément de réponse, je crois aussi qu'il y a une forme de malaise qui est liée à un sentiment de laxisme, monsieur le rapporteur le disait tout à l'heure, un sentiment de laxisme qu'aurait la justice vis-à-vis de la délinquance en général et vis-à-vis également des personnes dépositaires de l'autorité publique. Je dois dire ici que nous luttons vraiment pour que ce ressenti s'estompe, parce que ce n'est pas la réalité, en tout cas ce n'est pas notre sentiment. Je crois que nous essayons vraiment de conduire avec beaucoup de rigueur des sanctions pénales, notamment contre les personnes dépositaires de l'autorité publique. Je rappelle que les atteintes et particulièrement les violences commises contre les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs missions sont incriminées par le droit pénal, soit par des infractions spécifiques, soit par l'aggravation d'un certain nombre d'infractions. Nous sommes extrêmement attentifs à cela et j'ai l'occasion de le rappeler dans les circulaires de politique pénale. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai signé une circulaire le 21 mars dernier, circulaire de politique pénale générale, où cela apparaît comme vraiment un enjeu extrêmement ciblé, et je crois que c'est tout à fait important. Et enfin, il y a un deuxième volet de la réponse à cette question qui est aussi la crédibilité des peines qui sont prononcées à l'encontre des auteurs d'infractions. Cela fera également partie de la loi de réforme de la justice que je vous présenterai. Cela traduit les propos qu'a tenus le président de la République il y a quelques semaines à l'École nationale d'administration publique. Vous le savez, Madame la sénatrice, nous souhaitons réécrire l'échelle des peines dans un double objectif, qui est d'une part de construire un système de peine qui soit mieux adapté à la réalité de la délinquance. Autrement dit, nous considérons que une peine systématique d'emprisonnement, surtout lorsqu'elle est de très courte durée, n'est peut-être pas forcément la peine la mieux adaptée à l'infraction qui a été commise. Et nous sommes également très vigilants, et c'est le second axe, à ce qu'une peine qui est prononcée soit réellement exécutée. Et donc, nous serons très attentifs à ces 2 axes, et c'est autour de ces 2 axes que nous construisons cette politique pénale, et nous la construisons en faisant de la peine d'emprisonnement une peine évidemment qui est toujours utile, absolument nécessaire, mais ce n'est plus la seule peine de référence. Nous créons à côté de nouvelles peines autonomes qui ne sont plus des peines de substitution à l'emprisonnement. Nous espérons ainsi redonner à la fois de la crédibilité et de l'efficacité à notre système des peines. Donc, et puis, nous allons également assurer, lorsque cela est utile, des peines telles que les peines d'interdiction de se rendre sur un territoire donné, qui sont parfois extrêmement efficaces. Donc, nous sommes très attentifs à cette construction d'ensemble. Donc, je crois, enfin, j'espère qu'une procédure pénale moins complexe, que des peines mieux adaptées et mieux exécutées, que réellement une aggravation des sanctions ou des infractions spécifiques lorsqu'il s'agit de personnes dépositaires de l'autorité publique, tout cela contribuera à renforcer l'attractivité des professions. Vous avez évoqué, et c'est le second point de votre intervention, vous avez évoqué le meurtre de Angélique, puisque c'est bien cela, madame, à quoi vous faisiez référence, à la suite de son viol, et vous vous interrogez sur, au fond, le suivi des personnes qui ont commis de tels crimes. Mon propos ici n'est pas lénifiant, parce qu'évidemment, on peut toujours chercher, on doit toujours chercher à améliorer notre dispositif. Je voudrais juste dire ici, et vous le savez,
que les personnes qui ont commis des crimes sexuels ou des actes violents sont toutes inscrites au FIJES depuis 2004. Donc c'est évidemment, c'est 2004, hein, c'est ça, je ne commets pas d'erreur. Donc c'est évidemment très important puisque cela permet de suivre ces personnes. Nous savons, elles ont des obligations de déclarer leur domicile, donc nous savons où elles sont. C'est d'ailleurs ce fichier qui a permis de retrouver le mis en cause extrêmement rapidement dans l'affaire d'Angélique. Vous vous interrogez aussi sur le suivi en termes socio-judiciaires de ces personnes. Alors, et médical, oui, je comprends parfaitement votre questionnement. Il faut préciser ici que l'affaire Angélique est un peu singulière puisque le premier viol commis par le mis en cause l'a été il y a 24 ans. Il avait pour cela subi une peine d'emprisonnement qui avait été gérée tout à fait normalement et il était depuis inscrit au FIJES. Mais postérieurement à sa condamnation, il y a de nouvelles dispositions qui ont été prises en 1998 qui ne lui étaient donc pas applicables, mais qui le sont aujourd'hui pour l'ensemble de ces crimes, qui instaurent un suivi socio-judiciaire. Et ce suivi socio-judiciaire peut entraîner l'obligation émise par le juge de suivre des soins, une obligation thérapeutique. Et si l'intéressé ne suit pas ces obligations thérapeutiques, alors il peut être remis en prison. Je crois que c'est assez puissant et évidemment les obligations socio-judiciaires peuvent comporter un suivi de soins qui peut aller, vous savez, jusqu'à des inhibiteurs de libido. Donc je crois qu'aujourd'hui, la situation est mieux prise en charge qu'elle ne l'était pour l'individu qui a agressé Angélique. Voilà ce que je voulais vous dire. Monsieur Casabonne, vous avez raison et je partage évidemment votre point de vue sur l'accumulation des textes. Nous essayons, et le Conseil constitutionnel nous y aide, à ce que les lois aient à la fois une portée normative plus puissante et également soient des lois qui soient claires et, même s'il ne le dit pas, moins nombreuses, mais je crois que c'est l'ambition que nous partageons. J'espère que chacun dans nos départements ministériels, nous nous y employons. Pour ma part, et monsieur le directeur des affaires criminelles le sait, nous avons considérablement réduit les circulaires que nous adressons aux procureurs de la République pour effectivement qu'ils ne soient plus noyés sous un amas de textes dont ils auraient du mal à comprendre quelles sont les priorités. Est-ce que vous avez le budget suffisant et les effectifs suffisants pour justement procéder au suivi dont vous nous parliez à l'instant? Parce que quand on a fait les violences faites aux femmes, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'éducateurs qui suivaient justement les violences. Et ils avaient un nombre de dossiers tellement important par personne que c'était vraiment extrêmement difficile de le faire. Vraiment, en 2 secondes, Madame la sénatrice, je crois que nous avons les effectifs de juges. Enfin, je ne veux pas rentrer là dans le débat sur les effectifs. Mais alors, la difficulté derrière, c'est surtout les médecins, puisque en réalité, dans ce suivi socio-judiciaire, il est fait appel, dans les obligations de soins qui peuvent être ordonnées, à un suivi qui peut-être peut poser difficulté du point de vue médical et du point de vue des éducateurs également. Je ne sais pas, je n'en suis pas certaine. Mais je peux regarder cela. Et vous ne dites pas que le budget est suffisant. Mais monsieur le sénateur, si vous souhaitez avoir mon sentiment là-dessus, le budget pour le ministère de la Justice aura augmenté en 5 ans de plus d'1,6 milliard. C'est la plus forte augmentation qui aura lieu depuis de très nombreuses années, presque 25% d'augmentation. Voilà. Mais rien n'est jamais suffisant pour la justice. On n'a pas le sentiment que ça couvre tous les besoins tels qu'on peut les constater sur le terrain. Monsieur Sol, puis Madame Jourda. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la ministre, Jean Sol, sénateur des Pyrénées-Orientales. Je salue pour ma part l'ambition que vous portez à la refonte partielle et vous avez beaucoup insisté sur ce terme.
de la réforme au regard de cette procédure pénale, au regard des enjeux actuels et à venir, en affichant deux objectifs majeurs, si j'ai bien compris, donc la simplification et l'harmonisation de ces procédures. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et de concret. Donc, pour faire appliquer, en tout cas pour que cette réforme soit appliquée, pensez-vous que nous aurons les moyens matériels, humains, de formation? Et qu'envisagez-vous dans la foulée, justement, pour assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de cette procédure qui se veut quand même fortement ambitieuse? Je vous remercie. Oui, Madame la Ministre, question très brève et plus exactement une précision, notamment sur le point 3 que vous avez développé, c'est-à-dire sur l'allègement des tâches incombant aux enquêteurs. Vous avez évoqué donc la garde à vue. Moi, je souhaitais donc simplement avoir une précision. Y aura-t-il une incidence sur donc le droit des avocats en matière de garde à vue? Est-ce que ça, la simplification envisagée à un moment donc a un impact et impacte le déroulement de la garde à vue tel que prévu? Voilà donc ce que je souhaitais vous demander, parce qu'on parle du rapport justice-police, mais il y a quand même aussi les droits de la défense et des avocats. Je ne peux voir se dérouler cette commission sans que ce soit au moins évoqué. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Sol, vous m'interrogez sur les moyens matériels humains de formation. Je ne veux pas être redondante à ce que j'ai répondu à monsieur le rapporteur. Donc la loi de réforme de la justice que je porterai devant vous s'appellera loi de programmation et de réforme. Donc comme je le disais, c'est une loi qui inscrira 1,7 milliard d'euros supplémentaires entre 2017 et 2022 et qui inscrira 6 500 emplois supplémentaires. 6 500 emplois supplémentaires, avec parmi ces emplois, évidemment, des magistrats, des fonctionnaires, des surveillants de l'administration pénitentiaire, ce qui me relie avec le sujet des charges indues dont vous parliez tout à l'heure, monsieur le rapporteur. Donc, nous aurons des emplois supplémentaires et si vous voulez, je pense que à la fois l'allègement de la complexité des tâches que j'évoquais, qui concernera également les magistrats, la création d'emplois de magistrats devrait nous permettre, en tout cas c'est le souhait que je forme et c'est la volonté qui m'anime, devrait nous permettre d'arriver à une meilleure prise en charge d'une justice qui soit plus rapide, plus efficace pour les citoyens. C'est vraiment l'enjeu que je porte. Sur l'évaluation et le suivi de la réforme, eh bien, je reviendrai devant vous pour vous la présenter, puisque, comme vous le savez, dans la réforme constitutionnelle que nous vous proposerons, nous donnerons au Parlement des moyens accrus d'évaluation des politiques publiques. Donc, nous serons devant vous à ce sujet-là. Madame Jourda, vous évoquez la question à propos de la garde à vue de la présence des avocats. Je vous rappelle que cette simplification que nous souhaitons évidemment profitera aussi aux avocats, mais je vous rappelle que la présence des avocats lors de la garde à vue est une obligation constitutionnelle qui a été réaffirmée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel. Ils seront donc effectivement présents. Cela fait partie des droits de la défense et cela me semble tout à fait indispensable. Je dois dire que lorsque nous n'avons pas pu donner satisfaction aux forces de sécurité intérieure sur un certain nombre de points liés à des demandes qu'ils avaient formulées, c'est précisément parce que mon rôle de garde des Sceaux est aussi de tenir compte de nos obligations conventionnelles et constitutionnelles et je suis très attachée à cela. Les forces de sécurité étaient quand même gênées par la garde à vue. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame la Ministre.
J'avais globalement, effectivement, sur les tâches indues, alors en 3 volets, je crois que le temps nous est compté. Ce qui vous concerne principalement, c'est l'administration pénitentiaire, calendrier donc des transfèrements effectifs, et l'ordre dans les établissements pénitentiaires, et l'éventuelle qualification judiciaire pour des membres de l'administration pénitentiaire. Est-ce que cette question peut être envisagée? Très rapidement, j'avais évoqué également la question de la qualification judiciaire des policiers municipaux, notamment dans le domaine de la réglementation municipale ou du code de la route. Et troisièmement, sur la sécurité privée. Alors là, ça concerne davantage l'intérieur. J'aurais qu'une question. Est-ce que, en l'état actuel du droit, le CNAPS ou les employeurs sont suffisamment renseignés, notamment sur les antécédents judiciaires ou même peut-être préjudiciaires des personnels qu'ils recrutent et qu'ils devraient former, peut-être d'ailleurs mieux qu'aujourd'hui? Donc très rapidement, sur les extractions judiciaires, ces extractions judiciaires, donc, qui doivent assurer la comparution des personnes qui sont placées sous main de justice devant les juridictions, répondent évidemment à un intérêt public. Donc il n'apparaît pas illégitime que leurs charges soient supportées par l'ensemble des forces de sécurité intérieure, dont il faut rappeler qu'elles incluent également les agents de l'administration pénitentiaire. Et donc dans ce cadre-là, le transfert de la charge des missions d'extraction judiciaire du ministère de l'Intérieur vers le ministère de la Justice a été décidé lors d'une réunion interministérielle qui s'est déjà tenue en 2010 avec les ministères de l'Intérieur, de la Justice et du Budget. Alors, les effectifs nécessaires à une reprise intégrale de ces missions par l'administration pénitentiaire ont malheureusement initialement été insuffisamment évalués. Et donc, le processus de reprise des missions d'extraction et de transfèrement par le ministère de la Justice a débuté en 2011 et il doit se poursuivre progressivement jusqu'en novembre 2019. À ce jour, 70% des extractions judiciaires effectuées par les forces de sécurité intérieure ont été transférées à la direction de l'administration pénitentiaire. 70%. Toutefois, l'insuffisance du transfert d'équivalent temps plein pour assumer cette mission, l'insuffisante diminution du volume des extractions requises et l'organisation du maillage territorial qui a été retenu par la direction de l'administration pénitentiaire pour assurer cette nouvelle mission, tout cela a occasionné un certain nombre d'impossibilités de faire qui ont été constatées. Ces impossibilités de faire ont cependant diminué entre 2016 et 2017, leur taux étant passé de 21% à 12%, avec d'ailleurs des taux de carence qui sont très disparates selon les régions. Et à la suite d'un rapport d'inspection interministériel qui a été demandé par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, il y a un plan d'action qui a été adopté par les deux ministres, le 3 mars 2017. Et une circulaire qui décline ce plan d'action interministériel a été diffusée le 28 septembre 2017. C'est une circulaire que j'ai co-signée avec Gérard Collomb. Plusieurs mesures de ce plan impliquent une mobilisation accrue tant du ministère de l'Intérieur que du ministère de la Justice. Du ministère de l'Intérieur, tout d'abord, il est nécessaire qu'il y ait une adaptation du calendrier de reprise pour répondre au temps de recrutement, de formation et d'affectation, évidemment tout en conservant le principe d'une reprise totale en 2019. La prise en charge des extractions vicinales, c'est-à-dire des extractions qui sont requises par la juridiction à proximité de l'établissement, par les forces de sécurité intérieure, par dérogation à la règle générale, a été prévue dans 21 établissements pénitentiaires. C'est l'objet de la circulaire que j'ai co-signée avec Gérard Collomb.
Et puis, également, il y a prise en charge des extractions judiciaires présentant un enjeu procédural majeur lorsque l'administration pénitentiaire est dans l'incapacité absolue d'exécuter les réquisitions afférentes. Donc ces 3 points impliquent la mobilisation du ministère de l'Intérieur. Mais ce n'est pas le seul à devoir fournir un effort supplémentaire. Le ministère de la Justice doit également s'organiser pour faire face aux difficultés qui ont été identifiées. Et donc, l'administration pénitentiaire, conformément au plan d'action précité, doit d'une part revoir le maillage territorial et l'organisation des structures qui sont dédiées aux extractions judiciaires, les fameux PREJ. Également, le recours à la visioconférence doit être optimisé. Et à ce titre, nous avons des améliorations techniques qui sont progressivement réalisées et qui donnent satisfaction, mais également dans la loi de réforme de la justice que je vous présenterai, nous accroîtrons la possibilité de recours à la visioconférence, puisque nous proposons de supprimer la nécessité de l'accord du détenu pour être entendu par visioconférence, à l'exception de la première comparution d'ailleurs. Les magistrats également doivent désormais signaler les réquisitions d'extraction qui comportent un enjeu procédural majeur, donc avec un risque de remise en liberté, et qui doivent être exécutées prioritairement par la direction de l'administration pénitentiaire. En cas de carence absolue des moyens, je le disais tout à l'heure, l'extraction doit alors être réalisée par les forces de l'ordre, mais nous essayons de nous organiser pour que cela ne se passe pas. Voilà, et donc il y a des points d'amélioration des 2 côtés. Nous sommes en cours de discussion avec le ministère de l'Intérieur, par ailleurs, qui sollicite aussi une révision des tarifs des missions d'extraction, tarifs kilométriques qui n'ont pas été revus, je crois, depuis 1993. Voilà. Et plus généralement, il y a un comité stratégique des directeurs qui réunit nos 2 ministères pour veiller à la bonne exécution des extractions judiciaires. Je ne sais pas si Monsieur le directeur souhaite ajouter quelque chose aux propos que je viens de tenir. Sur les extractions judiciaires, la difficulté pratique à laquelle, pour ne parler que de l'administration pénitentiaire, puisque Madame la garde des Sceaux vient d'évoquer les efforts conjoints que consentent les 2 ministères. Donc il y a tout un volet de la circulaire de septembre 2017 qui revoit notamment le périmètre d'intervention du ministère de l'Intérieur. Pour ce qui nous concerne, ce qui relève spécifiquement de l'ADAP, de l'administration pénitentiaire, il y a la poursuite des recrutements, puisque les derniers emplois ne sont pas des emplois transférés, c'est des emplois qui sont des créations d'emplois au cours du quinquennal, donc ça suppose, ça nous met en responsabilité sur notre capacité à recruter et former les agents à affecter dans les pôles régionaux d'extraction judiciaire, qui ne comptent pas parmi les structures pénitentiaires les plus attractives. Donc il y a par ailleurs une réflexion qu'a conduite, qui est proche d'aboutir, Madame la ministre, là aussi, sur comment est-ce qu'on peut fidéliser les agents concernés dans ces structures, qui sont rattachés très souvent à des établissements qui eux-mêmes ne sont pas les plus attractifs, notamment je pense dans les établissements de région parisienne, mais aussi dans les directions interrégionales de Lyon ou de Marseille. Il y a un deuxième axe important d'amélioration qui est la réflexion sur le maillage, puisqu'on voit bien qu'il y a des disparités extrêmement fortes selon les territoires en termes d'impossibilité de faire. Donc en gros, il y a des territoires dans lesquels on a des gros établissements pénitentiaires et des tribunaux importants. Et donc, c'est très facile de rationaliser le processus d'extraction en faisant des extractions groupées, très facilement organisables sur la journée, sur des distances courtes, reliées par autoroute, etc. Et puis, il y a des territoires extrêmement vastes avec des pôles régionaux qu'on a installés qui structurellement sont éloignés de certains tribunaux ou certains établissements pénitentiaires. Et là-dessus, la réflexion porte sur l'organisation, comme l'évoquait Madame la ministre aussi à l'instant, des extractions vicinales. Donc il y en a une partie reprise par le ministère de l'Intérieur. Il y a aussi pour la moitié d'entre elles, et même davantage, un peu plus, le ministère de la Justice qui fait ce même effort de passer d'une organisation strictement régionale, par pôle, à une organisation des extractions
à partir des établissements vers des tribunaux de proximité. Il n'y a pas que les 21 établissements repris par le ministère de l'Intérieur. Et puis enfin, il y a le développement, la visioconférence, là c'est pas strictement l'administration pénitentiaire, mais on voit que rien qu'entre le mois d'avril 2017 et le mois de mars 2018, on a doublé le recours à la visioconférence dans les juridictions. Donc il y avait derrière des prérequis techniques, il y a aussi une évolution des mentalités, et puis les possibilités juridiques nouvelles qu'ouvrira le projet de loi de programmation pour la justice. Le bilan numérique, c'est celui que j'évoquais à l'instant. Les chiffres, on est passé d'à peu près 900 visios sur le seul mois d'avril 2017 à quasiment 1600 le mois dernier, ce qui veut dire qu'il y a une confiance à la fois des juridictions dans la fiabilité technique et puis une acceptation, puisque c'est le régime juridique actuel, des détenus et de leurs conseils. Monsieur le Président, je crois qu'il ne reste plus que 2 minutes ou 3 minutes. Donc très rapidement, les 3 questions qui restent en suspens, alors qu'ils sont plus politiques peut-être, aux entendre, c'est pensez-vous d'une éventuelle qualification judiciaire de personnel d'administration pénitentiaire, du rehaussement de la qualification judiciaire des policiers municipaux dans des compartiments que j'évoquais pour décharger la police nationale de tâches indues, et 3, sur l'information, est-elle suffisante, l'information pour les employeurs de la sécurité privée? Sur la police municipale, donc les policiers municipaux sont des agents de police judiciaire adjoints. Ils interviennent donc sous le contrôle des OPJ. On peut peut-être imaginer une évolution de leur statut, mais actuellement c'est assez délicat puisqu'il y a une différence importante de niveau de recrutement et de niveau et également de formation. Donc si on doit aller vers là, il faut réfléchir à l'ensemble des paramètres. Et par ailleurs, je crois qu'il est, dans un premier temps en tout cas, tout à fait nécessaire de bien articuler le rôle de chacun sous le contrôle du procureur. Et sur... pardon ? Oui, alors sur le CNAPS, allez-y. Simplement, c'est vrai que c'est un sujet compliqué pour les employeurs, notamment pour le recrutement des personnels des sociétés de sécurité, de connaître les antécédents des intéressés. Donc il y a un mécanisme qui permet donc au CNAPS d'avoir accès aux tâches par l'intermédiaire des procureurs, et nous y travaillons avec le CNAPS, puisque en effet le mouvement de recrutement est important en ce moment, pour faire en sorte que les antécédents soient bien connus par les employeurs de ces agents de sécurité. C'est un sujet sur lequel nous sommes très attentifs, compte tenu des besoins donc de recrutement de ces professions. Et la dernière question, des agents de l'administration pénitentiaire soient également dotés de prérogatives de police judiciaire pour une qualification judiciaire. Il faut que vous fassiez très vite. Oui. Je suis désolé. Je vais essayer de faire en une minute. On rendre cette salle à 55 précise. Je vais essayer de tenir en quelques dizaines de secondes. Sur cette question, il y a premièrement un paradoxe. L'évolution des 15 dernières années, c'est de recentrer le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, chacun sur ses missions. Il est clair que les agents de l'administration pénitentiaire ne sont pas aujourd'hui formés à ce métier extrêmement spécifique qui est celui d'officier de police judiciaire, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas méconnaître aussi le fait que les finalités de nos missions sont très différentes. La mission de l'administration pénitentiaire, elle est double en caricaturant. Il y a d'abord une mission sécuritaire, protéger la société et punir les condamnés. Et puis il y a une mission sociale qui est favoriser l'amendement du condamné et préparer les conditions de son éventuelle réinsertion. Enfin, je paraphrase le Conseil constitutionnel dans sa décision de 94. Et derrière, on est très loin là aussi des missions, du cœur de mission de la police judiciaire, qui est de recevoir des plaintes, de constater des infractions, de rechercher, de rassembler des preuves et de rechercher des auteurs. J'ajoute que
s'y ajoute cette difficulté supplémentaire que l'administration pénitentiaire aujourd'hui, elle est avec les détenus dans un rapport de proximité d'une part au quotidien et par ailleurs dans un rapport de suggestion déjà extrêmement spécifique, qui fait que rajouter les pouvoirs d'officiers de police judiciaire à ces agents pénitentiaires qui sont déjà dans une relation complètement asymétrique avec la population pénale, là aussi ça soulèverait une difficulté supplémentaire, outre celle par laquelle je commençais de créer ce métier nouveau au sein de cette direction. Merci Madame la Ministre, merci à chacun de vos collaborateurs. Au cas où vous estimeriez que vous n'avez pu répondre que partiellement aux questions qui étaient déposées, bien entendu, vous pouvez nous adresser des réponses écrites. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette audition de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, était interrogée ce matin par la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure, une commission demandée au Sénat par le groupe Les Républicains. L'idée, c'est de réfléchir à l'ensemble des difficultés rencontrées par les forces de sécurité intérieure dans l'exercice de leur mission. Ont ainsi été auditionnés des syndicats de policiers, de magistrats ou encore de personnel pénitentiaire. Et ce matin, c'était donc Nicole Belloubet, interrogée dans un contexte particulier, puisque Paris a de nouveau été la cible d'un attentat samedi soir dans le quartier de l'Opéra, un attentat au couteau. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.